Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Revue et Corrigée. Notre terrain de jeu, c'est l'actualité de la semaine. Et nous allons commenter cette actualité en compagnie de ceux qui ne font pas les 20 km de Bruxelles et qui ne sont pas sur leur terrasse. Martine Debuisson, bonjour. Vous êtes journaliste politique au Soir. Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre Belgique. Olivier Alsteins, expert en communication. Et Pierre Kroll, je rappelle, Pierre Kroll, ce petit ouvrage très ludique pour tous ceux qui en ont marre de la politique et du football. C'est vraiment très très actuel, évidemment. Bien, on va tout à l'heure se retrouver dans le grand débat préélectoral pour parler des enjeux fédéraux. Dans quel état sera la Belgique après le 25 mai? Ce sera la question du débat. Et en attendant, on va se lancer dans le petit zapping de la semaine, zapping décalé de Kevin Dereau, avec dedans Rudy Demotte, qui offre des oliviers au ministre sortant de la majorité Olivier, avec une vanne au passage pour le chef de l'opposition. La manif cette semaine avec des arrestations face caméra, les 25 ans de la région bruxelloise et un moustachu qui dit « ouais ». Monsieur De Wever, comment est-ce que vous vous sentez juste avant ce débat avec Chris Peters? Je me sens bon comme toujours. Oui. Je me sens bon. Wow. Voilà, c'est le seul pays au monde où les avions décollent systématiquement sur Bruxelles. Wow. On se fait arrêter juste parce qu'on a des idées politiques, on est fiché juste parce qu'on a des idées politiques. Voilà, c'est bon, c'est trop tard, et à tout à l'heure. Voilà, donc je suis en train de me faire arrêter. Il y avait un rassemblement qui était là. Il faisait rien. Mets-le tout de suite à la chenille parce qu'il... Faites attention, hein. Ça s'appelle la drache nationale. De National Drache. Vous voulez faire le discours à ma place, monsieur Renders? Waouh. Enfin, j'ai plus que 25 ans, mais c'est un peu mes 25 ans, alors c'est plein de souvenirs. Avec une pleine force de l'âge entre 35 et 150 ans. C'est ça. Non, j'envoie un message à vous. Un peu dommage de faire ce week-end. Mais c'est un symbole de fierté. Mais moi, je pense que... Ça comme ça, il y a toujours quelque chose. Hein. Je pense que le temps est à l'image du bilan du gouvernement bruxellois. Voilà. Je vous en prie. Merci Kevin. Alors, votre zapping cette semaine à vous, c'est quoi? On commence par Pierre cette semaine. C'est plus que sur la semaine, comme on approche de la fin de la campagne, je réfléchissais un petit peu aux mots qui avaient été les plus utilisés. Vous savez, dans chaque campagne, il y en a des nouveaux, il y en a qui disparaissent. Une certaine année, le mot écotaxe a suffi à couler écolo comme un trou dans la barquette. Il y avait eu Francorchamps pour eux aussi, des choses comme ça. Cette fois-ci, j'ai remarqué que le Parti socialiste parlait de la droite ou des droites, chaque fois qu'il s'adressait en particulier aux libéraux. Les libéraux, eux, ne disent pas qu'ils sont la droite, c'est les libéraux, c'est plutôt sans les libéraux d'ailleurs, comme ils parlent des gauches aussi, d'ailleurs. Raconter, ou les gauches, oui. Alors il y a les gros mots qui font peur, le bain social, hein, ça revient, bain de sang social, ça revient souvent, et ces fameux intérêts notionnels, dont je suis sûr que les 3/4 des Belges n'ont toujours absolument rien compris. Maintenant c'est le truc, ça fait il faut supprimer les intérêts notionnels. Il n'y a plus que les libéraux qui osent même pas vraiment les défendre, et quelques timides économistes ou spécialistes en droit fiscaux qui disent faites quand même un petit peu attention, ça avait quelques intérêts. Et dans tout ça, moi j'ai été étonné que personne n'avait relevé qu'on ne parlait plus jamais, mais plus du tout, de la fameuse communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. On a parlé un peu de ses compétences, puisqu'on a quand même évoqué le débat sur l'enseignement, bien sûr, mais plus jamais, on a demandé à Demotte s'il était prêt à rempiler à la région. On ne lui a pas demandé s'il voulait rempiler à la communauté alors, française. en un mot, pourquoi on ne parle pas de cette Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est plus à la mode, c'est la tendance des régions. Je pense que ça noie le débat des régionalistes dedans qui voulaient sa mort définitive et ramener toutes ses compétences à la région. Comme ça, voilà, eux, ils ont dû être d'accord, je suppose, pour qu'on n'en parle plus comme ça. Et je pense tout simplement qu'on garde cette institution que en cas de grand clash avec les Flamands qui voudraient leur indépendance, alors on a encore notre fédération, notre club des francophones. Qui unit les francophones de Bruxelles avec et de ceux Bruxelles. de la Wallonie, qui, rappelons-le, sont quand même plus nombreux. Merci Pierre. Olivier, cette semaine, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, c'est l'arrestation de ce membre de la
des tueries du Brabant. On verra si présumé. Présumé, en tout cas, c'est inculpation pour deux choses. D'abord parce que 82, 84, mais c'est un grand retournement dans notre société. On se rend compte qu'on n'est plus en sécurité, qu'il y a des tueurs qui vont le vendredi dans les délais et qui abattent des gens. C'est l'époque des CCC, c'est aussi l'époque de l'apparition du sida. CCC, cellule communiste combattante, il y a eu un attentat, il faut rappeler aux jeunes générations qui nous regardent et qui n'ont pas connu cette période. Et donc, on parle justement de jeunes générations là maintenant, donc il y a eu un retournement de culture. On est passé on est sorti de la culture 68 Ardes pour entrer dans autre chose, par ces bains de sang, par cette tension. On peut parler de nouvelle génération. L'avocat de ce monsieur, il n'a pas connu ces événements, ou à peine, il avait peut-être 2-3 ans. C'est un tout jeune avocat qui a été commis à la défense de monsieur Ting. Et donc, deuxième élément intéressant, c'est qu'il doit apprendre le dossier, il n'a pas connu, donc il va aller voir des livres d'histoire. C'est énorme. Et alors, troisième élément, c'est que ici maintenant, ce procès peut avoir lieu jusqu'en 2015. Donc il faudra peut-être rapidement une majorité parlementaire pour pouvoir prolonger les délais de prescription, pour changer la loi. Sinon, on ne pourra poursuivre personne. Et on ne pourra pas juger, même si cette personne est coupable. Donc ça veut dire que cette arrestation repose d'urgence cette question au monde politique, de devoir, oui ou non, revoir les délais de prescription. On verra si le Parlement sera capable de le faire avec une assemblée réunie en bonne et due forme. Voilà. Frédéric. Ce qui m'a frappé cette semaine, c'est cette incertitude insupportable qui plane sur le fait de savoir si on va pouvoir ou pas se prendre en photo pendant qu'on est en train de voter. Donc c'est les selfies dans l'isoloir, ça voilà, s'appelle c'est les selfies, c'est les stemfies. Stem, ça vient du mot vote, ça vient du néerlandais. En fait, aux Pays-Bas, il y a eu une vague très importante de stemfies il y a quelques semaines lors des élections municipales. Là-bas, c'est légal, mais alors en Belgique, on ne sait toujours pas si on va pouvoir le faire ou pas. Alors la Constitution dit il y a le secret du vote. Donc évidemment, si je prends une photo de moi en train de voter PSMR, Écolo, CDH, et je le mets sur Facebook ou Twitter juste après, je viole le secret du vote, c'est illégal, ça c'est clair. Mais il y a une autre question qui se pose maintenant, et le ministère de l'Intérieur est en train d'enquêter sérieusement sur la question. Est-ce que je peux faire un stemfie pendant que je vote, mais sans qu'on voit le vote, sans qu'on voit mon choix électoral? La réponse, on ne l'a toujours pas. C'est pour ça qu'il y a toujours une incertitude. Donc c'est ni interdit ni autorisé. On ne sait toujours pas pour le moment. J'ai essayé d'avoir Joëlle Milquet, la ministre de l'Intérieur, hier, pour qu'elle me confirme les choses. Elle ne m'a pas répondu, donc l'enquête est toujours en cours. Mais juste attention, si jamais c'était illégal, les sanctions, ça va de 300 à 3 000 euros. Merci. Attention quand même, le secret du vote, on dit toujours ça. Il y a des gens qui ne veulent pas vous dire pour qui ils ont voté. Alors ils disent, le vote est secret. C'est vrai qu'on peut l'évoquer comme ça, mais vous avez le droit de dire pour qui vous avez voté, heureusement. Moi, je vois depuis des semaines des gens sur ces plateaux qui m'annoncent pour qui ils vont voter. Hein. Très bien. Martine, cette semaine, vous avez envie de parler de quoi? C'est clair qu'un des événements de la semaine a quand même été le décès de Jean-Luc Dehaene. Alors il y a eu beaucoup d'hommages. Moi, celui qui m'a, je pense, le plus touché, c'est celui d'Herman Van Rompuy, qui a été son compagnon de route et qui a notamment dit Jean-Luc Dehaene m'a tout appris. Et il a cité cette petite phrase que Jean-Luc Dehaene utilisait souvent, c'est il faut aller pas à pas, mais en gardant bien le regard sur l'objectif à atteindre. Alors on sait, c'était le plombier institutionnel, et on ne peut pas dire que le chemin était toujours clair quand il faisait des accords ou des compromis. Le chemin était parfois tortueux, c'était de la tuyauterie, mais effectivement, on voyait où il voulait aller, où est-ce qu'il voulait aller, vers un fédéralisme pragmatique pour faire tenir ce pays ensemble. Ça veut dire que la politique a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit en tout cas sur le plan institutionnel des partis flamands qui font aussi, toujours pas à pas, mais on se demande parfois jusqu'où ils veulent aller ou où ils veulent arriver, parce que, rappelez-vous, le VLD, donc les libéraux flamands, avaient dans leur programme le confédéralisme. Dernièrement, ils ont changé, ils ont dit non, tout compte fait, c'est pas le confédéralisme, c'est le fédéralisme. Le CDNV a le fédéralisme dans son programme. La NVA parle aussi de confédéralisme, c'est pas le même. La NVA, c'est plutôt le séparatisme. Il y a quelques mois, Chris Peters pour le CDNV avait dit il faut une 7e réforme de l'État après les élections. Ils ont changé d'avis en disant tout compte fait non, il n'en faut pas, il faut d'abord appliquer la 6e. Donc c'est des pas, mais pour aller où et quelle est la finalité? On a gardé les petits pas, on perd l'objectif en politique. C'est un peu le sentiment qu'on a sur l'institutionnel en tout cas. Et ça fait une procession d'Echternach. On ne sait pas si on va en avant, en arrière. En tout cas, on tourne beaucoup en rond en politique. Revenons quand même à Jean-Luc Dehaene, c'est vraiment l'actu de cette semaine. La machine institutionnelle du CDNV, le père de la réforme de l'État, l'homme des trucs et des ficelles, du bricolage politique, le plombier, il faisait exprès de se montrer populaire, avec une réplique vive et directe, pour jouer notamment au chat et à la souris avec la presse. La preuve. Qu'en est-il du climat entre les acteurs? Est-ce que les choses se passent bien? Disons que nous vivons dans une période de changement climatique. Une vocation naît? Je sais pas. L'Orange Bleu n'a pas une majorité suffisante pour réformer l'État elle seule. Vous avez trouvé ça tout seul?
vais faire des malheurs ici, moi. Le calendrier. Vous n'étiez pas là du temps où j'étais encore actif, parce que ça, moi, je réponds jamais. Qu'est-ce que vous allez dire à Albert II? Ça, c'est pas votre affaire. Est-ce que vous avez un conseil à donner à M. Verhofstadt? Je n'ai pas de conseils à donner, et certainement pas devant vous. J'ai discuté de tout, comme d'habitude, y compris football. Vous vous amusez bien aujourd'hui? Moi, je suis avec vous, oui. Moi, je dois aussi faire une photo. Non, ça, vous allez vous faire foutre. À la limite, je m'en fous. Je dors toujours très bien. Alors on peut se poser la question de savoir quel impact va avoir le décès de Jean-Luc Dehaene dans cette campagne électorale. En tout cas, le CDNV a suspendu sa campagne. Pas de débat, pas de marché pour les candidats jusque ce soir, ce dimanche soir. Didier Reynders et Elio Di Rupo ont annulé leur duel sur la RTBF jeudi dernier, sera reporté à demain soir. Un geste d'ailleurs fort apprécié côté flamand, c'est pas anecdotique. Mais on peut se demander effectivement si le père, j'allais dire spirituel, politique du CDNV qui s'en va à quelques jours du scrutin, ça va pas booster un peu le CDNV. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Martine peut-être. C'est évidemment toujours un peu cynique de spéculer. On parle quand même de la mort d'un homme. Il n'y a pas de récupération, hein, c'est clair. Non, je trouve que le CDNV est assez digne pour le moment, en tout cas pour ce que j'en ai entendu. Maintenant, que représente Jean-Luc Dehaene? D'abord, la stature d'un homme d'État. Quelqu'un qui savait faire des compromis, qui avait toujours, même quand il faisait des réformes douloureuses, il y avait un aspect social. Et donc c'est clair que mettre un petit peu ça en avant pour le moment, un parti qui a des hommes d'État en son sein, qui est capable de diriger un pays, qui est capable aussi de faire des accords en prenant en compte l'ensemble de la population, même les plus démunis, qui joue sur la solidarité, c'est-à-dire un peu l'antithèse de la NVA, en tout cas de la vision qu'on a de la NVA, je pense que oui, ça pourrait avoir un impact positif pour le CDNV qui, dans le tout dernier sondage, remonte quand même peu, oui. Aussi, pas loin, ou même atteint les 20% qu'il s'était fixé. Et donc ça pourrait être le dernier service rendu par Jean-Luc Dehaene à son parti. D'ailleurs, en communication, quand on entend parler Chris Peeters, les leaders du CDNV, qu'est-ce qu'on entend? On entend les mots apparemment de solidarité, de compromis et de jeter des ponts entre les communautés. C'est répété plusieurs fois. Donc on surfe là sur l'image du papa institutionnel du pays. Frédéric, vous avez l'impression qu'on utilise ça un petit peu, on se montre l'héritier d'une tradition de compromis. Oui, on se montre certainement l'héritier d'une tradition de compromis, ça c'est clair. Tout le monde est demandeur, dans la classe politique francophone et flamande d'ailleurs, de retrouver cet esprit de compromis qui a été perdu depuis ces dernières années. Mais je voulais revenir peut-être sur l'impact électoral que pourrait avoir cet enterrement qui a lieu vendredi, donc 2 jours avant le scrutin. C'est ça. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est quand même possible que le CDNV, malgré tout, même si ce n'est pas cynique, arrive à capter une partie de l'électorat indécis, qui est important, évidemment. Un électeur sur 5 est indécis. Voilà, en provoquant de l'émotion, en provoquant le souvenir de ces années, des années 90, qui étaient quand même des années de relative stabilité politique. En effet, vous avez raison, ça c'est très important. Par contre, je crois que le CDNV ne doit pas se bercer d'illusions. Il n'arrivera pas à récupérer de l'électorat NVA, évidemment. L'électorat NVA, c'est un électorat qui veut des réformes socio-économiques de droite. Or, Jean-Luc Dehaene, il vient du mouvement ouvrier chrétien flamand. C'est quelqu'un qui est plutôt étiqueté centre-gauche, qui était étiqueté centre-gauche à l'époque. Donc je crois que la NVA ne va pas perdre des plumes face au CDNV. Alors quand on voit que cette campagne est suspendue pendant quand même un certain temps, est-ce que cette campagne va reprendre? Est-ce que finalement la NVA ne va pas aussi gagner, puisque plus personne ne l'interpelle, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de contradictions, etc. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette suspension de campagne? Je crois que le CDNV a très intelligemment repris la main sur la campagne. C'est eux qui ont décidé, on suspend, on ne participe plus à des débats, et donc ils reprennent la main, et eux décident quand le jeu reprend. Toute la campagne a été dictée par l'agenda de Bart De Wever et de la NVA. Pour la première fois, le CDNV ici a fait basculer la chose. Et donc, je trouve qu'il profite bien de Jean-Luc Dehaene, du décès de Jean-Luc Dehaene pour refaire passer leur message. Il ne faut pas oublier non plus que Jean-Luc Dehaene et ces 3 jours de silence ont permis aussi de répéter ça. On l'a vu ça dans différents articles et journaux flamands. Jean-Luc Dehaene, sa dernière interview, a comparé la NVA directement au Vlaams Belang, où il dit la seule différence entre la NVA et la Vlaams Belang, c'est que le mot étranger est remplacé par wallon. Mais sinon, oui, c'est la même chose.
chose. Donc Et le il avait dernier dit message aussi... politique de Jean-Luc Dehaene était un message, c'est un parti d'exclusion, c'est un parti de rejet. Ici, on a laissé parler de Jean-Luc Dehaene pendant 3 jours. Et je crois qu'on va voir comment le CDNV arrive à remettre la tonalité ce soir pour orienter la dernière semaine de campagne. Il faut dire que Jean-Luc Dehaene avait également déclaré qu'il fallait que les politiques ne laissent pas passer la chance de gâcher... il ne fallait pas gâcher les 5 ans qu'on avait devant nous. On connaît bien Jean-Luc Dehaene. Il n'y a pas d'exploitation, mais est-ce que ce n'est pas un clin d'œil quand même encore de l'homme qui, même encore après son départ, fait encore parler de lui, joue encore, pèse encore sur la politique, Pierre ? Oui, c'est-à-dire que je crois que Jean-Luc Dehaene, décédé, et le CDNV maintenant, tout simplement, vont rappeler, vont donner raison à ce que disait sur notre plateau Dave Sinardet il y a quelque temps, en pastichant Gary Lineker, vous savez, ce joueur anglais qui a dit le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin les Allemands gagnent. Eh bien, la politique belge, disait David Sinardet, on vote pour une dizaine de partis et à la fin le CDNV est au gouvernement. Bon, je crois qu'ils vont rappeler ça encore à eux deux, les vivants et le mort. Mettant juste sur lui, quand vous disiez il était très populaire, je l'avais rencontré parce qu'il collectionnait, malheureusement pas les originaux, ça m'aurait rendu riche, mais les coupures de presse des caricaturistes, parce qu'il aimait beaucoup les caricatures, surtout de lui-même, et on avait discuté de sa popularité. Il m'avait dit, moi, mon métier, il l'a répété souvent, ce n'est pas d'être populaire, c'est de faire de la politique, et tant pis si elle est impopulaire. Ce qui est amusant, c'est que ça le rendait populaire d'être comme ça. Et c'est amusant de comparer aujourd'hui un Premier ministre, prenons celui actuel, s'occupe à 3/4 temps de sa popularité. On a eu aussi cette semaine ce fameux débat entre Paul Magnette, PS, et Bart De Wever, NVA, 559 000 téléspectateurs et des présidents des autres partis francophones un peu fâchés. C'est un peu le coup de crayon de la semaine de Kroll. Vous avez dessiné ça. Bart De Wever qui dit « Nous sommes 2 », tu vas comprendre ça. Pourquoi ce dessin-là? C'est la force, montrer qu'il y a une certaine peur? Oui, et puis dans le dessin, c'est bien d'utiliser des choses qui sont visuelles. Et comme il utilise partout son V de la victoire, ou son V de Vlaams, ou son V de tout ce que vous avez déjà expliqué 100 fois, c'est aussi 2, quoi. Hein, 2. On est 2 pays, c'est-à-dire pas 3 régions, enfin on connaît ça, et je trouve qu'il insistait beaucoup là-dessus. Moi, ce qui m'a très fort déçu dans ce débat, c'est d'imaginer l'autre débat qui aurait pu exister. C'est-à-dire un débat dans lequel Paul Magnette s'adresse aux Flamands pour expliquer qu'il y a d'autres partis que la NVA. Il l'a fait un tout petit peu, il est passé plutôt par ça, mais ne représente pas uniquement le PS, mais représente un peu les francophones et disent aux Flamands ce dont nous avons peur et que nous ne sommes pas tous des gauchistes ou des chômeurs ou des pensionnés, et votants socialistes, je veux dire. Et Bart De Wever s'adressant à nous, non pas encore une fois pour nous humilier wallons pendant les 3/4 de son temps de parole, mais pour expliquer que peut-être le confédéralisme est une solution intéressante pour tout le monde. Mais ils n'ont évidemment pas fait ça. Chacun était là pour faire sa campagne dans sa région, de son côté, et ça tout le monde l'a dit. Et c'est ce qui fâche peut-être les présidents de partis francophones, notamment au MR ou au CDH, voire dans une moindre mesure, mais quand même chez Écolo, c'est que ça profite directement au Parti socialiste, ces débats-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, ça c'est clair, c'est une campagne d'image, ça profite aux 2 partis qui étaient présents à ce débat-là. Je crois que les autres se plaignent aussi de ne pas pouvoir débattre avec M. Magnette, ou à peine, peut-être un débat. Donc, M. Magnette aura plus débattu avec De Wever qu'avec l'ensemble des présidents francophones au cours de cette campagne. Et donc ça, il y a une frustration qui se place là aussi parce qu'ils sont tous en état de survie. Vous prenez par exemple M. Ludgen, son objectif c'est d'arriver, si possible, 3e parti, et le plus haut possible, au-dessus des 10%. Mais il doit montrer sa différence aussi par rapport au Parti socialiste, parce qu'il y a quand même une partie... Ça veut dire qu'il y a une confiscation du débat par rapport à quelque chose qui n'apporte réellement pas d'intérêt dans cette campagne actuelle, puisque personne ne peut voter côté francophone. Mais comme la campagne de M. Magnette est de se positionner, nous sommes le rempart contre la NVA, les autres sont satellites de ce rempart et ne peuvent pas faire porter leur voix. Il n'y a pas de justification d'avoir un débat Ludgen de Wever, ça n'a aucun sens. Là, c'est un match des costauds, donc c'est important que ce match est là aussi. On est en 1re division, les autres jouent en 2e division, ils aimeraient bien quand même pouvoir jouer contre les champions aussi. Alors la presse a écrit cette semaine qu'enfin il y avait de la clarté. La clarté, c'était que Bart De Wever a reconnu qu'il voulait scinder la sécurité sociale et poursuivre en fait la logique de la séparation du pays. Est-ce que ça vraiment c'est un scoop? Est-ce qu'on ne sait pas ça déjà depuis des mois et des mois, voire des années, peut-être de ce côté-là? Oui, mais ça, certainement. Hein. C'est clair que voilà, Magnette a poussé De Wever à revenir sur son programme communautaire. C'était utile ou bien tout le monde savait ça? Tout le monde le sait, mais la NVA, depuis des semaines, des mois, mène un travail médiatique pour essayer d'expliquer qu'elle veut surtout des réformes socio-économiques. Elle avait gommé, par enchantement, tout son programme communautaire. Et puis, Paul Magnette, lors du débat, en étant extrêmement offensif, voire agressif, a réussi à pousser, je pense quand même, Bart De Wever
à revenir sur son véritable programme, notamment la scission de la sécurité sociale. Est-ce qu'on a forcé en fait, De Wever, en toute fin de débat, en 1 minute, à dévoiler la face qu'il ne voulait pas montrer? Est-ce que c'est ça la vertu de ce débat-là? Mais c'est clair qu'ils jouent constamment sur les mots. Je disais tout à l'heure, ils utilisent confédéralisme alors qu'on sait qu'ils veulent le séparatisme. Quand on lui demande est-ce que vous voulez la fin du pays, il finit par dire non, pas de cette manière-là. Mais la question d'après, est-ce que le pays existera encore en 2030? C'est quand même pas si loin. 2030, c'est non. Donc ils sont toujours comme ça dans une partie de non-dit. Et là, malgré tout, on l'a poussé. Il a d'abord dit non et puis finalement, il a dit oui. Mais c'est vrai que ce débat, pourquoi c'était bien pour chacun qui était là? Parce que dans sa communauté, il était le rempart contre ce que soi-disant les électeurs de sa communauté ne veulent pas. L'un le PS, l'autre la NVA. Donc ils ont été populaires. Maintenant, Paul Magnette a aussi dit des choses, notamment quand on essaye de voir est-ce qu'il pourrait négocier avec la NVA. On a dit c'est nouveau. Ben non, rappelez-vous. Il a dit je ne veux pas parler de scission de sécurité sociale ou de fin du pays. Je ne veux pas aller à la table pour négocier la fin de la sécurité sociale ou la fin du pays. Mais il l'avait déjà dit depuis. La fin. Tout à fait. C'est une nuance. Mais il l'avait déjà dit il y a quelques semaines. Rappelez-vous quand Didier Reynders dans nos colonnes dit nous on ne souhaite pas négocier avec la NVA, c'est déjà la réponse qui fait. Et pourquoi? Et des deux côtés. Aussi, Bardewey a dit pas avec ce PS-là, il ne ferme pas complètement la porte non plus. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même attendre le résultat des élections aussi. Ça jouera aussi. Merci. Il n'y a pas que la politique dans la vie, ni dans la semaine, il y a le foot aussi. Cette semaine, Marc Wilmots a communiqué les noms des joueurs qui iront à la Coupe du Monde. Et alors, c'était l'ouvrage de Pierre, c'était ceux qui en ont marre de la politique et du foot. Et il le fait, Marc Wilmots, ça fait ça dans un langage qui lui est tout à fait propre, plein de bon sens, de côté très direct, de langage assez imagé, quitte même à faire un peu du Van Damme et du Dehaene en même temps. Il y a encore un point d'interrogation. Pour moi, les choses sont très claires. Déjà parce que j'aime bien pour mes joueurs qu'il y ait de la clarté. Je n'ai pas dit qui va aller jouer en 9, qui allait jouer en 11. Il y en a 7 qui peuvent jouer. Mais j'aime bien que les choses soient claires et dit entre 4 yeux de manière directe qu'il faut suivre ce que tu as dans ton ventre. Et mon ventre me disait prends-le avec. Je crois que le meilleur atout, c'est mes yeux et ce que je ressens. Ça, je ne peux pas le dire maintenant. J'ai regardé toutes les possibilités qui étaient possibles. On va leur dire comment on travaille, ce qu'on fait. Ils vont suivre le train qui est déjà parti. Et je crois que de ce côté-là, avec l'équipe qui m'entoure, ça ne va pas durer 2 jours, mais ils seront vite drillés. Alors Torgan Hazard notamment, qui est le soulier d'or, meilleur footballeur pro du championnat, n'en sera pas. Wilmots disait qu'il faut de la clarté pour les joueurs et quand Torgan Hazard écoutait la sélection, il n'avait pas très bien compris ce qui se disait. Je rappelle, les 23 en fait sont 24 pour que les 6 soient dans les 30. Torgan Hazard n'a pas compris, vous allez le voir. Tu es content Mais ça veut dire quoi en fait? J'ai pas trop bien compris en fait. Et donc il y en a 24. Oui, il y en a 24 qui devraient y aller. Et donc tu fais partie, toi, des 6. S'il y a un blessé, c'est toi qu'on appelle. Ouais, je comprends pas. Oui, donc il en a pris 24. Ouais. D'accord. Donc les 24 ils font le stage. Oui, voilà. Enfin, tous les stages de préparation. Voilà. Et donc il y en a 6. Ouais. S'il y a un blessé dans les 24, c'est vous qui l'appelez. Qui ont un programme individuel. Et qui a un programme individuel. Donc je pense que tu n'es pas en vacances. Donc ce qui était censé être clair ne l'était pas tout à fait. Et par contre, pour faire cette précision, sur le terrain au Brésil, il n'y aura probablement aucun joueur qui évolue dans le championnat belge, c'est-à-dire la force de notre championnat belge. Tous les Belges jouent dans des clubs étrangers. Et peut-être pas pour parler de ça, mais il faut peut-être rappeler qu'il y a une grosse polémique dans les slogans des clubs. Ce sera le dernier thème, on va parler très rapidement, on verrait ça. L'Allemagne, son slogan c'est Ein Land, eine Mannschaft, ein Traum, un pays, une équipe, un rêve. Ça ressemble quand même furieusement à un slogan, enfin en tout cas une phrase qui rappelle l'Allemagne nazie. Ça fait beaucoup de bruit sur la toile, Pierre, on va conclure là-dessus. Oui, pas tellement développé. Tout le monde a compris à quoi ça faisait allusion malheureuse. Je suppose que c'est pas fait exprès. On a souvent la même manière de s'exprimer chez nous. Et chez nous aussi, notre slogan, ce qui m'amuse, il y a cette querelle sur la traduction, est-ce qu'elle est bonne ou pas en néerlandais, mais on a toujours cette petite part de défaitisme. C'est-à-dire que nous, c'est s'attendre à l'impossible. Donc au départ, c'est quand même pas possible. Mais on doit s'y attendre quand même. Alors que la dernière fois que le Congo, République démocratique du Congo, il s'appelait encore le Zaïre, je crois à l'époque, a participé à une phase finale de Coupe du Monde. Ne me demandez pas l'année, il y a longtemps. C'était sous Mobutu. Le Congo, leur slogan c'était « vaincre ou mourir ». Vous imaginez les pauvres, comment ils allaient rentrer chez eux. Ça, ils y croyaient quand même. Mais alors certains se demandent si effectivement... Et une mention spéciale au Chili, c'est très facile. Chi, 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 li, 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 vive le Chili.
Ça, c'est bien. Ils ne sont pas cassés. Hein. Oui, c'est bien. Mais évidemment, on se demandait depuis un certain temps savoir si les Diables Rouges allaient peser sur la campagne électorale. Ça non plus, Martine, on n'en parle plus. Hein. Non, étonnamment, c'est ça vrai. A disparu à l'automne, on ne parlait que de ça et maintenant, non. On n'en parle plus du tout. Une campagne, c'est comme ça. Hein. Ça change avec les thèmes. Merci d'avoir été avec nous. On va passer maintenant, il est 11h49 minutes, on va passer au poisson Sigmund et son papa. Lui, c'est Alex Vizorek. Ils ont décortiqué l'actu pour en faire des vannes. C'est tout de suite et après on se retrouve pour le grand débat sur le niveau fédéral. Tu te rends compte, Sigmund, c'est un barbu qui a gagné l'Eurovision. Une barbille? Un barbu. C'est Peter Maas, l'entraîneur de Lokeren, qui a été élu entraîneur de l'année en Belgique. Donc c'est Maas qui est le meilleur en Jupiler League. C'est con. Le prince Laurent, au cœur d'une nouvelle polémique, en fait, il a inscrit ses enfants, mais au lycée français à Bruxelles, donc pas dans l'enseignement belge. Mais il était où, lui, à l'école? Au collège Saint-Michel. Ah oui, alors oui. Ça, c'est bien. Carla Bruni, Valérie Trierweiler et une pléiade de stars françaises se mobilisent au Trocadéro pour les lycéennes nigérianes enlevées. Boko Haram, ils vont... Quoi? Oh putain, on est dans la merde, les gars. Michel Larocque, Alexandre Lamy et Carla Bruni sont en train de faire des manifestations à Paris. Faut qu'on rende les filles, les mecs. Faut qu'on rende les filles. Je déconne. Alexandre Lamy, chouchou. Kate Middleton sur écoute. Qu'est-ce qu'elle doit être heureuse. Pour une femme, elle a tout. Elle est mariée à un prince et quand elle parle, on l'écoute. Pour l'ouverture du festival de Cannes, ils ont passé le film Grâce de Monaco. Mais apparemment, la presse dit que c'est pas bon. Le film va se cracher. C'est peut-être la meilleure façon de lui rendre hommage. Ça, c'est incroyable. Ils ont retrouvé le plus vieux spermatozoïde du monde. C'était où? Eh ben, c'est le dentiste de Brigitte Bardot qui l'a retrouvé. Aujourd'hui, c'est la fête des voisins. Jean. Je regarde la sélection de Will Motz, là. Le brugeois Thomas Meunier, pas là. Le brugeois Timmy Simmons, pas là. Je serais supporter de brugeois, ça me tuerait, ça. Non. C'est quand même pas ça. L'alcool tue chaque année 3 300 000 personnes. Si c'est ça... Ça se fête. Mais oui, bah, comme ça on oubliera au moins. Allez. Merde. 3 300 000... 1. Désolé. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct et vous allez voir sur ce plateau que tout le monde n'est pas encore là. On est en train d'installer les micros. C'est vrai que c'est pas facile d'arriver chez nous aujourd'hui à cause des 20 km. Dimanche prochain, vous allez voter pour choisir vos représentants à l'Europe, aux parlements régionaux, à la Chambre. Malgré la 6e réforme de l'État qui a déplacé le centre de gravité vers les régions, l'enjeu fédéral reste majeur. C'est d'ailleurs majoritairement à la Chambre qu'aura lieu le combat des chefs entre les candidats les plus emblématiques des partis. La campagne a été rythmée, elle, par de nombreuses polémiques, des accusations de mensonges mutuels, des diabolisations diverses, alors que les préoccupations des citoyens, elles, sont ailleurs, Rachel Crivellaro. Tout à fait. D'ailleurs, les sondages le montrent. Les Belges sont surtout inquiets pour leur futur, leur avenir. On le voit, ils sont préoccupés. Ils disent ne pas ressentir les effets d'un retour de la croissance économique. Du coup, eh bien, ils sont inquiets, quittes de leur pension, de leur accès aux soins, du chômage, de leur emploi ou encore de leur pouvoir d'achat. Autant de thèmes qui sont toujours traités par le gouvernement fédéral. Et nous allons débattre de tout ceci avec nos invités, tous candidats à la Chambre, sauf un. Vous, Bruno Delille, vous êtes candidat Groen, tête de liste, mais à la région bruxelloise pour le Parlement régional bruxellois. Zakia Katabi, qui sera en face de vous, va, j'imagine, arriver dans quelques petites secondes, tête de liste écolo à Bruxelles. Olivier Chastel, ministre du budget sortant, MR, tête de liste MR, donc dans le Hainaut. Hainaut toujours, bonjour. Hainaut toujours avec Catherine Fonck. Vous êtes chef de groupe sortante au Parlement fédéral à la Chambre et tête de liste CDH. Olivier Minguin, tête de liste FDF
à Bruxelles. Bienvenue. Laurette Onkelings, vice-première ministre sortante et tête de liste Parti socialiste à Bruxelles. Michael Modric-Amen, bonjour, bienvenue. Tête de liste du Parti populaire aussi dans le Hainaut. C'est un match donc Hainaut-Bruxelles. Et vous également, vous êtes de Bruxelles, Luc Dumullier. Vous êtes tête de liste NVA dans la région bruxelloise, mais pour le niveau fédéral. Alors, vous aussi, téléspectateurs, vous pouvez réagir par SMS au 6062, par mail via la page Facebook de l'émission, donc l'émission Mise au point, ou encore par Twitter avec le hashtag MAPRTBF. Alors, s'il y a bien un dossier qui a été l'invité surprise de la campagne électorale, c'est le survol de Bruxelles par les avions de Zaventem. Au lieu de trouver une solution, finalement, on n'a plus qu'un problème qu'il faudra résoudre avant de former les prochains gouvernements. Ça concerne donc dorénavant tous les Belges, puisqu'il faudra évidemment solutionner ce problème. Je vous demande d'être très bref sur ce débat-là, puisqu'on a déjà parlé largement assez. Voilà. Catherine Fonck, d'ailleurs, on va commencer avec vous. La Flandre, vous le savez, a bloqué le plan de secours de Melchior Wathelet. Est-ce que c'est la preuve qu'on a rallumé un brûlot communautaire ? Je crois qu'on n'a pas rallumé un brûlot communautaire. Qu'est-ce qu'on essaye de trouver ? On essaye de trouver des solutions positives pour l'ensemble des personnes qui sont survolées, que ce soit d'ailleurs des Bruxellois ou que ce soit des personnes, par exemple, du Brabant wallon ou d'ailleurs. Et donc Melchior Wathelet est venu avec des pistes. Je constate que ceux qui ont refusé ces pistes ne sont donc pas très préoccupés de la réalité des riverains bruxellois, y compris d'ailleurs des Bruxellois néerlandophones. Et ce qu'on doit maintenant, c'est absolument trouver une solution d'avenir globale, à la fois sur la nuit, pour augmenter la nuit où les riverains peuvent dormir en toute sérénité, modifier les routes pour vraiment essayer d'assumer à la fois la sécurité et le minimum de nuisances, et quitte à ce qu'à un moment donné, on ait des solutions globales pour diminuer le nombre de survols total au niveau de Bruxelles et, par exemple, en délocalisant le fret au niveau de l'aéroport de Liège. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ça viendra, et le CDH, en tout cas, demandera clairement que ce dossier soit sur la table du prochain gouvernement pour trouver une solution globale. Ça veut dire, Laurette Onkelings, qu'il n'y aura pas de gouvernement sans solution sur ce dossier. C'est un BHV aérien dans les pattes que les négociateurs auront ? Oui, je le crois. Il n'est pas question d'avoir un accord sans solution pour le survol aérien. Alors, on a passé une grande partie des débats électoraux à pointer du doigt des responsabilités. Moi, et à pointer les uns et les autres. Oui. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la solution. La solution, je le crois, c'est le moratoire, c'est-à-dire en revenir à la situation d'avant la dernière phase du plan de survol. Est-ce que le gouvernement actuel va le faire avant les élections ? Et dans le même temps, parce qu'il faut s'occuper de l'ensemble des Bruxellois, et comme l'a dit Catherine Fonck, bien au-delà d'ailleurs de Bruxelles, il faut élargir la nuit et diminuer le nombre de mouvements dans le ciel aérien. Alors ma question très précise, très rapidement, est-ce que ce gouvernement va revenir à ce qui se faisait avant le 6 février, un moratoire, c'est-à-dire bloquer le nouveau plan qu'on a appelé Wathelet, et revenir en arrière, est-ce qu'on va le faire avant le 25 mai ? À mon avis, il n'y aura pas d'accord sur cela. J'y suis favorable, mais je dis que dans le même temps, il faudra le moratoire et des solutions concrètes pour l'ensemble des Bruxellois. Il ne faut pas diviser les Bruxellois entre eux. Et je pense véritablement qu'avec cet élargissement de la nuit et une diminution du nombre de survols et du bruit, du quota de bruit, on y arrivera. Ben, on va parler encore peut-être de solutions. Olivier Chastel, il y en a certains qui en ont déjà fait, des propositions, notamment Melchior Wathelet, qui a dit, écoutez, finalement, pourquoi pas délocaliser une partie des activités vers les aéroports régionaux ? Pour vous, ce serait une bonne solution ? Permettez-moi avant cela d'évoquer la position du mouvement réformateur sur le sujet. Nous voulons une solution rapidement sur le sujet. Je pense qu'on évoque ici un certain nombre de solutions structurelles, délocalisation de l'activité s'il le faut, on peut en discuter, évidemment, tant à Liège qu'à Charleroi. Élargir la nuit, ça ne se décide pas comme ça en quelques heures. Je pense que ça, c'est une vraie réforme structurelle. Mais les Bruxellois aujourd'hui ne peuvent continuer à supporter toutes les nuisances telles qu'elles le sont depuis quelques semaines. On a déplacé un problème bruxellois pour le concentrer un peu plus au centre-ville notamment. Ça ne va pas.
on doit absolument se mettre autour d'une table. Nous sommes disponibles pour nous mettre autour d'une table pour trouver une solution. Et des solutions, il y en a. Vous savez, on évoque le retour via un moratoire à la situation précédente. Il y a aussi une discussion responsable à avoir. Récupérer une partie des activités dans les aéroports Il faut régionaux. aussi pouvoir discuter sereinement avec nos amis néerlandophones sur le fait qu'on ne peut pas vouloir en Flandre développer un aéroport à Zaventem, y décrocher tout l'impact économique et ne vouloir aucune nuisance. Alors on va se tourner vers la NVA. Et donc, représentant ici. soit on a un discours responsable, on se met autour d'une table, il y a un secrétaire d'État qui peut prendre des initiatives en la matière, et on trouve une solution rapide. Ok, merci M. Chastel. Monsieur Dumullier, justement, vous êtes là pour la On avait NVA. un accord en 2010 et on est en 2014 et maintenant on est en désaccord. Ce que nous proposons, c'est que M. Wathelet, qui est responsable pour toutes les modifications qu'il a apportées, se mette à table avec la Flandre, se mette à table avec Bruxelles, se mette à table avec ses partenaires dans le gouvernement. Parce qu'il a, comme un apprenti sorcier, il a pris cette décision toute seule. Non ? Oui, on ne va pas faire le débat qu'on a déjà fait il y a une semaine. Alors, est-ce que la NVA, par exemple, accepterait qu'on délocalise des emplois et des activités vers des aéroports régionaux en Flandre ou en Wallonie? Ce que M. Wathelet dit, c'est communautariser. Je pose la question à la NVA. Est-ce que vous avez une réponse à cette question-là? Délocaliser, ce serait oui pour la NVA ou c'est pas question pour la NVA? Je vous dis, si vous commencez avec délocalisation, c'est vous qui communautarisez le dossier. Et je vous préviens, et ce n'est pas une menace, c'est un conseil fraternel, si le premier dossier qui doit être négocié est déjà communautarisé, on sait où on commence, mais on ne sait pas où on va finir. Voilà, donc on voit que la crise est là. Justement, Monsieur Manas, là-dessus peut-être une réaction. Pour vous, l'aéroport est en Flandre, c'est aux Flamands à prendre à leur compte les nuisances aériennes? On ne s'attendait évidemment pas à moins de la NVA. Ce qui était incroyable dans ce dossier, c'est que c'est un ministre francophone, pour une fois qu'on avait la main, qui nous met en difficulté. On arrive à faire quoi? Mais quand on dit pas diviser les Bruxellois, non, M. Wathelet a réussi à rassembler tous les Bruxellois contre son plan. Voilà. Parce qu'il y a 800 000 Bruxellois qui sont survolés encore plus intensément que par le passé. Alors, à l'avenir... Oui, attendez, c'est quand même incroyable, que quand on a un francophone à la main, on se laisse aller à une telle faiblesse, à un tel amateurisme, à une telle improvisation. De surcroît, au sein du gouvernement fédéral, il y a quand même plusieurs vice-premiers ministres bruxellois. On aurait pu évoquer le dossier et arrêter la machine infernale. Elle est lancée. Alors, c'est vrai qu'il va falloir avoir plus de volonté que ce qu'on a eu au sein du gouvernement fédéral jusqu'à présent. Et qu'il va falloir dire clairement, et là moi j'ai été étonné de la position du Premier ministre, oui, il faut délocaliser une partie de l'activité, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut tenter de trouver la bonne répartition. Le développement anarchique de l'aéroport de Bruxelles-National, si on laisse développer notamment le low-cost à Bruxelles-National, ceux qui aujourd'hui ont eu le petit avantage d'être soulagés, demain ils auront des vols et de survol aérien, parce que le développement du low-cost suppose qu'on démarre plus tôt le matin et que donc on aura plus de vols. Donc il est temps d'avoir une politique aéroportuaire sur l'ensemble du pays, ou des aéroports régionaux, on va voir ça tout de suite. Peut-être ceux aussi du Nord, peuvent reprendre une partie de l'activité. Je vous interromps, excusez-moi. Oui, réplique avec les Verts. Vous en pensez quoi? Nord, Sud, une famille politique. On entend qu'il y a des divergences, notamment entre le Nord et le Sud sur ce dossier. En tout cas, côté flamand, on ne veut pas, on a vu au gouvernement, récupérer une partie des nuisances qui avaient été, renvoyées ailleurs. Vous en pensez quoi chez Verts? Alors, je pense que la première étape a été de mettre en concurrence les Bruxellois. La deuxième étape a été de mettre en concurrence les régions. Nous pensons que si nous n'avons pas une discussion globale sur le rôle de l'aéroport national, avec des réponses structurelles, on continuera à être confronté systématiquement aux difficultés. Donc plutôt que de se répartir les nuisances sous un prétexte d'équité, employons-nous et mettons tous nos efforts à faire en sorte de les réduire plutôt que de les disperser. Et donc tant que le dossier est pris par ce biais-là, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver une solution durable. Chez vous, qu'est-ce que vous dites quand vous entendez qu'il y a une possibilité de délocaliser pour soulager les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National? Est-ce que la Flandre acceptera, pour Groen, qu'on aille mettre des avions à Charleroi ou à Liège ou à Anvers ou à Ostende? Oui, mais je suis d'accord avec Mme Khattabi quand elle dit
qu'il faut travailler sur la base du problème. Hein. Moi, je trouve ça un peu choquant de dire, voilà, mais on avait un ministre francophone qui a quand même... Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est devenu un problème communautaire. Oui, mais je pense qu'ici, le dossier montre que la régionalisation de certaines choses a quand même ses limites. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit attaquer tous ensemble, parce que glisser les problèmes de l'un côté vers l'autre côté, ça va toujours provoquer des nouveaux problèmes. Donc c'est la base qu'il faut travailler, c'est voir, voilà, est-ce que, parce que le gouvernement fédéral dit maintenant, oui, mais il faut une solution, oui, mais le gouvernement fédéral a quand même aussi accepté le développement du low cost et du cargo et tout ça. On savait que ça allait provoquer des problèmes en plus. Et donc, oui, on est prêt à faire la réflexion sur... Mais comment est-ce qu'on peut avoir un développement de la Belgique en sa totalité, aussi via la voie aérienne, mais comment est-ce qu'on peut éviter que tout est concentré à un lieu et donc que tous les nuisances sont aussi concentrées. On va peut-être entendre encore rapidement sur ce dossier Michael Modric-Amen. On ne vous a pas encore entendu sur ce dossier très particulier. Parce qu'on lui a pas donné la parole encore, il faut le dire. C'est fait, voilà, c'est fait. Très rapidement. Votre solution au PP? D'abord, je pense que tout ceci est exemplatif de la manière dont le pays est géré. On prend d'abord une décision et plus personne n'est prêt à l'assumer, ou en tout cas on se renvoie la balle. 2, la loi prévoyait quoi, en tout cas l'accord? C'est qu'il y ait d'abord une étude d'incidence. N'a pas été faite. Hein. De nouveau, on se retrouve avec 400 000 personnes survolées plutôt que quelques milliers de flamands ou des vaches du jour au lendemain sans qu'on ait été prévenus. 3, on devait consulter la population. Ça n'a pas été fait. Donc, mais alors attendez, simplement, si vous me permettez de continuer. Quant aux solutions, peut-être une délocalisation vers les aéroports régionaux, mais à tout le moins qu'il y ait une concertation avec les entreprises. Ne jouons pas avec les entreprises, ne jouons pas avec l'emploi. On a vu dans le passé d'autres dossiers où finalement les entreprises sont parties en Allemagne. Et je pense qu'il faut quand même le rappeler que Zaventem, c'est un emploi non qualifié pour beaucoup, bagagistes et autres, et que c'est donc un réservoir d'emploi pour les Bruxellois. On en manque cruellement. Donc, avant de prendre des décisions nouvelles, futures, consulter et surtout réfléchir. On va parler d'autres choses maintenant, mais on voit en tout cas, rien qu'à faire un tour de table, que ce ne sera pas évidemment de la plus grande facilité pour arriver à un accord sur ce dossier lors de la formation des prochains gouvernements. On va passer au thème qui a marqué la législature sortante. On parle de budget et ce n'est pas fini. C'est un thème qui flirte avec les économies à faire ou avec la fiscalité. Le gouvernement fédéral va devoir, dans les 2 prochaines années, jusqu'en 2016, économiser 13 milliards supplémentaires, après en avoir déjà économisé une bonne vingtaine. C'est évidemment gigantesque. C'est l'Europe qui l'exige. Cerise sur le gâteau, les prévisions de croissance ne sont pas extraordinaires, un peu plus d'1%. Et c'est avec un budget qu'on mène les nouvelles politiques et il n'y a pas de sous. Alors, Olivier Chastel, pour l'EMR, vous plaidez pour ce que vous appelez un électrochoc fiscal via une baisse d'impôts que vous calculez à près de 6 milliards. Comment on fait alors qu'il faut encore... Pardon ? C'est 20, mais c'est pas grave. On y reviendra, c'est pas la question. En tout cas, pour le MR, on était autour des 6 milliards. Comment on fait alors qu'on doit boucher un trou de 13 milliards ? Alors, le chiffre de 13 milliards n'est pas exact. Tous ceux qui ont remis en place un programme de stabilité, même à titre indicatif à l'Union européenne cette semaine, savent que 13 milliards, c'est en ce compris l'exercice actuel, l'exercice 14. Donc c'est aux alentours de 10 milliards précisément pour atteindre l'équilibre budgétaire à l'horizon 2016, 2017, 2018, puisque ce sont les prochains gouvernements, ensemble, au comité de concertation, qui le décideront. Donc c'est un montant encore important à mettre en œuvre pour atteindre l'équilibre budgétaire. Alors, ce n'est pas forcément que l'Europe nous l'impose, c'est surtout qu'en atteignant l'équilibre budgétaire, vous allez redégager des moyens, parce que vous allez évidemment, notamment au travers d'un équilibre budgétaire, diminuer les charges... Avec la réforme fiscale. Justement, diminuer les charges de votre dette. Et donc, en diminuant les charges de votre dette, c'est un premier point, vous allez créer un certain nombre de moyens disponibles. Au-delà de la dette, vous avez immanquablement un équilibre, on l'a vécu pendant 3 exercices budgétaires, entre une compression de dépenses et une efficience en matière de dépenses. On l'a démontré au travers de 3 exercices budgétaires. Il y a encore moyen de rendre plus efficace la machine de l'État, la machine des entités fédérées aussi. Moins de dépenses. Oui, inévitablement,
quand on est devant une épure budgétaire, ça n'est pas 100% de recettes nouvelles et 100% de dépenses en moins. Et donc, c'est ça l'exercice qui nous attend. Moi, je pense qu'on peut aller plus loin en matière de dépenses, comme on peut optimaliser un certain nombre de recettes. Pensons tout simplement à ce qu'on a fait en matière de lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Il y a moyen d'aller plus loin. Je pense qu'il n'est pas responsable, en tout cas à ce stade-ci, de dire plus de dépenses en moins ou exclusivement des recettes nouvelles. Ça n'est pas responsable, surtout, et on a des représentants néerlandophones sur ce plateau, surtout quand on sait que pour constituer un gouvernement flamand, il faut autant de partis, un gouvernement fédéral, il faut autant de partis néerlandophones que de partis francophones, et qu'en Flandre, quand vous comparez les différents programmes, même les plus réalistes en la matière. Monsieur Chastel, justement, la question c'était est-ce que c'était compatible avec une réforme fiscale? Nous le pensons. Avancer un peu avec, nous le pensons. Alors, à la NVA, vous n'y allez pas par quatre chemins. Hein. Vous dites il va falloir vraiment faire des gros efforts, prendre des mesures qui font mal. Faire mal. C'est ce que la NVA a dit dans sa campagne électorale. Gel des dépenses publiques, saut d'index, augmentation de la TVA. C'est ça que vous pensez être la solution? L'Europe nous demande qu'on a un déficit budgétaire aujourd'hui de 1%. On a un déficit budgétaire de 2,7%. Donc on n'atteindra pas le trajet budgétaire. 2,15 à la fin de cette année. C'est 2,15. 2,15 à la fin de l'exercice 2014. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pas 13 milliards qu'il faut trouver, c'est 10. Parce qu'à la fin de cet exercice, on a un déficit de 2,15. Vos mesures qui font mal. Il n'y a pas seulement les mesures qui font mal, il y a aussi des dépenses qu'on va faire de nouveau. Donc on propose effectivement un saut d'index, mais un saut d'index qui est compensé pour les revenus basses et moyennes par une augmentation du bonus de travail, du fait que les salariés ne sentent pas, jusqu'à un montant de 3 000 euros, ne sentent pas l'effet du saut d'index. C'est-à-dire que vous indexez les petits salaires, vous gardez du pouvoir d'achat supplémentaire pour les petits salaires et au-dessus, vous gelez tout. Mais gel des dépenses publiques. Le gel des dépenses publiques, on le fait sur ce qu'on appelle le Moesennorm. Cela veut dire qu'on gèle les dépenses publiques au total. Ça ne veut pas dire que dans un département, on peut dépenser plus, mais il faudra alors économiser plus dans un autre département. Et aussi, on va économiser dans la sécurité sociale, dans le chômage, en limitant dans le temps. Ils ne vous ont pas attendu pour le faire. Hein. Pardon? Je dis, ils ne vous ont pas attendu pour le faire. Hein. C'est pas votre dossier, c'est pas les. On va laisser terminer. Donc, en limitant l'indemnisation de chômage à 2 ans, 2 ans plus 1, mais aussi en augmentant l'indemnisation, donc l'allocation de chômage. Pour les premières années. Au début, jusqu'à 66% du dernier salaire. Et en augmentant aussi le revenu d'insertion sociale jusqu'au seuil de pauvreté européen, donc de 800 à 1 000 euros. D'accord. Alors, Loreton Kellings, quand vous entendez ça, c'est le cauchemar absolu pour le PS. La même chose également pour l'électrochoc fiscal du MR. On sait que du côté du PS, c'est pas tellement une réforme fiscale, on mise plutôt sur le work bonus, le bonus à l'emploi. Oui, d'abord, pour ce qui concerne le programme de la NVA, effectivement, c'est le cauchemar pour les gens. Par contre, dans leur programme, ils ont un soutien aux plus riches et un soutien inconditionnel aux entreprises. Alors, c'est le cauchemar pour les gens, parce qu'il y a des économies partout. Avec ce qu'ils proposent, vous ne savez plus mener, par exemple, au fédéral, une politique de justice convenable. Vous ne savez plus mener une politique de soins de santé convenable. Les consommateurs vont être taxés. Les travailleurs vont recevoir moins. C'est incroyable. Pour ce qui concerne le PS, qu'est-ce que l'on dit ? On a travaillé dans un contexte extrêmement difficile. On a refusé l'austérité. On a été voir l'Europe en disant ce que vous nous demandez, c'est pas possible. Et effectivement, nous avons pu obtenir ce qu'on appelle un assouplissement de la trajectoire budgétaire. Je traduis. Si on n'avait pas obtenu ça, il aurait fallu trouver 5 milliards en plus, que ce soit en recettes ou en dépenses. Ce qu'on met sur la table, c'est d'abord effectivement une réforme fiscale qui est ce qu'on appelle un shift, c'est-à-dire on sait que malheureusement l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc on va aller chercher chez les plus riches, 1% de la population,
On va aller chercher sur le capital en taxant les plus-values et on va redistribuer vers les travailleurs en accroissant leur salaire net, 120 € net par mois en plus. Idem pour les entreprises. On va chercher dans les intérêts nationaux et on redistribue au profit des petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi ou qui font de la formation ou de l'investissement. Et tout ça, c'est neutre pour le budget. Grâce à cela, pour le budget. On est en croissance, parce que vous disiez, la croissance, elle est bof. La croissance, elle reprend. 1,4, 1,7. Elle reprend. Ça reste quand même encore et donc, plus nous bas que la allons veille. pouvoir, ceux qui seront autour de la table, gérer évidemment, avec les modifications que j'ai dites, mais en continuant à aller vers l'équilibre. Ça, c'est une nécessité absolue. Sinon, on donne la facture à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, vous avez une technique pour arriver à un pouvoir d'achat qui augmente de 120 €. Au CDH, on parle aussi d'une grosse centaine d'euros par... 200 € par an. C'est ça. Dans la poche même de un peu plus. travailleurs. Par contre, vous reprenez la technique qu'emploie l'EMR, qui est d'augmenter la quotité exemptée d'impôts. Donc, on paiera moins vite des impôts, ce qui augmenterait le pouvoir d'achat. Est-ce que votre révolution fiscale, je cite le programme du CDH, est un compromis entre la version PS et la version MR? C'est surtout une proposition qui est crédible. Parce que, elle est budgétairement neutre au niveau de cette révolution fiscale. Et pourquoi est-ce qu'on la veut budgétairement neutre? Parce qu'on a justement besoin de l'effet retour des emplois qui seront créés pour assumer les économies qu'il va falloir faire. Vous rappelez les chiffres tout à l'heure de 10 milliards. Et si c'est important de faire ces 10 milliards-là, c'est pas pour les beaux yeux de l'Europe, c'est pas pour les beaux yeux d'avoir un beau budget. C'est d'abord parce que demain, si on veut continuer à assumer les coûts en matière de santé, y compris avec tous les nouveaux médicaments que les patients attendent désespérément, si on veut pouvoir assumer les pensions, on a besoin de retrouver cet équilibre budgétaire. Je vous prends un chiffre. On a une dette aujourd'hui de 350 milliards d'euros. Ça nous coûte en charge d'intérêt chaque année 11 à 12 milliards. Si on réduit cette dette à 80%, dans l'espace des 5 ans qui viennent, on récupère 1 milliard chaque année. Et donc cette révolution fiscale, c'est à la fois, vous l'avez dit, pour augmenter le salaire poche, mais on ne fait pas le même modèle que le MR qui ne vise que les plus riches des plus riches, ni le même modèle que le PS. Alors, je vous interromps parce que vous dites n'importe quoi, puisque notre réforme fiscale s'adresse à ceux qui gagnent moins de 50 000 € par an. Je pense que je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Vous le direz après. Nous nous adressons à ceux qui gagnent moins de 50 000 € par an. C'est 4 000 € bruts. Et donc, ce n'est pas spécialement les plus riches, c'est 85% de notre population. Voilà, c'est dit. Voilà. Et donc, moi, j'ai ici l'étude très claire de la KUL qui montre qu'effectivement, l'impact, c'est effectivement dans la poche des plus riches des plus riches. Donc, vous vous sentez plus proche du projet fiscal du Parti socialiste? Le Parti socialiste non plus, parce que effectivement... Parce que vous attaquez le MR, mais qu'est-ce que vous reprochez au PS sur ça? Je montre nos différences. Je pense que c'est important pour les téléspectateurs de montrer les différences. Et là, à partir de 2 000 vous avez montré une différence avec le MR, voilà. Est-ce que vous montrez une différence avec le PS? Allez-y. À partir de 2 000 €, il n'y a plus, en fait, de bonus supplémentaires pour les travailleurs. Donc, on est déjà considéré presque comme étant dans la tranche des riches. Nous voulons vraiment, par rapport à ces personnes-là, les classes moyennes, mettre plus. Donc pour vous, le PS considère que les riches sont riches à partir de 2 000 €. C'est votre critique principale. Je ne critique pas, mais pour préciser. Je ne veux pas vous fâcher avec tout le monde, mais quand même, il faut pas, ce serait pas sympa. Mais c'est 70% des travailleurs. 70% des travailleurs ont un salaire qui va jusqu'au 7e décile. Donc voilà. Tout simplement. Okay, et la classe moyenne est évidemment dedans. Mais donc, des critiques, le CDH a des critiques sur les deux projets. Il y en a d'autres des projets, on va y venir. C'est l'impôt des sociétés. Donc nous voulons, baisser l'impôt des sociétés en recyclant les intérêts notionnels pour le baisser à la moyenne européenne, donc 25%, avec un tropisme plus important au niveau des petites et moyennes entreprises, pour vraiment les amener à vouloir embaucher, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, et avec une réduction des cotisations sociales qui sont ciblées sur les jeunes dont c'est la première expérience professionnelle. On a 1 jeune sur 3, par exemple, sur le Hainaut, qui est demandeur d'emploi. Et donc, c'est vital que l'on puisse amener les entreprises à engager ces jeunes. Un petit peu sur la fiscalité, avec les Verts notamment, parce que vous avez, vous, une proposition originale qui est plus une révolution ou une contre-révolution, c'est selon, puisque vous dites, revenons en arrière, faisons ce qui se faisait dans les années 80 et taxons les revenus sur une base globale. Absolument. Pourquoi cette option? Pour 2 raisons. D'abord, pour rétablir une justice,
dans la fiscalité belge, parce qu'on sait aujourd'hui que les revenus du travail sont beaucoup plus taxés que les revenus financiers. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on le sait, aujourd'hui, les revenus financiers, je viens de le dire, sont moins taxés. Et le fait de rétablir un équilibre et de les monter au même niveau que les revenus du travail va faire rentrer des revenus supplémentaires. Et donc, en effet, la globalisation des revenus, c'est la même déclaration pour les revenus du travail et du capital. C'est, nous semble-t-il, la seule manière d'abord de ne plus toucher au portefeuille des citoyens et de faire participer des revenus, à la solidarité des revenus qui, jusqu'à présent, ne sont on taxe pas... à combien Vous proposez quel taux de taxation, par exemple, quand on globalise les revenus? Parce que si on globalise les revenus et qu'on taxe tout à 50%, ça va faire peut-être peur à certains de nos téléspectateurs. Voilà, donc en fait, je vais donner un exemple concret. On propose, comme l'ont dit d'autres, d'augmenter la quotité exemptée d'impôt qui est aujourd'hui de 7 000 € et de l'augmenter à 12 000. 12 000. C'est un peu plus que ce que le MR propose. Voilà. Et donc, pour le la MR propose 11 000. Je vous interromps une seconde. Oui. C'est 11 000 € votre quantité exemptée d'impôt chez vous? 13 000. La 12 000 différence chez chez vous. nous, oui, avec une différence chez nous, c'est qu'on met un plafond à 50 000 €. Nous, à 50 000 €. 40 000 € pour vous, 50 000 € pour vous. C'est nouveau. Et vous ajoutez... Au-delà des 40 000 €, cette exemption, progressivement, elle diminue, puisque c'est de nouveau, l'idée n'est de nouveau pas de faire un cadeau aux revenus, aux détenteurs des revenus les plus importants. Pour Écolo, voilà, c'était assez original. Monsieur Minguin, vous aussi, vous faites dans l'originalité, puisque côté francophone, eh bien, vous êtes le seul à dire il faudra peut-être quand même un jour ou l'autre toucher à l'indexation des salaires. Et vous proposez également de revenir à un taux unique de la TVA, donc vous touchez à la fiscalité indirecte. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que vous rejoignez la NVA. Pas du tout. Pas du tout. Parce que nous maintenons l'indexation jusqu'à un certain niveau. Mais je vais réexpliquer d'abord. Mais d'abord, je crois rêver. Je crois rêver parce qu'on a un gouvernement sortant. Quels sont les constats quand même? Parce qu'il faut quand même faire le bilan avant d'entendre les promesses, les belles promesses pour l'avenir et de ce qu'on n'a pas fait sous l'actuel gouvernement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sous l'actuel gouvernement? On a fait le gel des salaires. Si ce n'est pas une atteinte au pouvoir d'achat des salariés, le gel des salaires, c'est vraiment la volonté de dire qu'on ne reconnaît pas la valeur travail. Mais si vous avez fait le gel des salaires, mais bien entendu vous avez fait le gel des salaires. L'indexation est maintenue, monsieur Minguin. L'indexation ne joue pas. Depuis quand est-ce qu'elle n'a plus joué? Écoutez, vous êtes en train de plaider le contraire de ce que vous avez fait. Deuxièmement, Eurostat, l'Europe, a constaté une croissance de la dépense publique en Belgique. Autrement dit, on n'a pas tellement fait des économies sur la dépense inférieure à l'inflation. Pas tellement. Inférieure à l'inflation. Eurostat dit quasiment 2 points du PIB en plus en dépenses publiques en Belgique, tout niveau de pouvoir confondu, en ce compris le fédéral. Et votre programme, monsieur Minguin, j'y arrive. Dit Troisièmement, autre chose. On a fait 22 milliards de ponctions sur les revenus du travail et les revenus des entreprises, notamment par une fiscalité. Prenez les titres-services, prenez les chèques à elle. Les titres-services, revalorisation, c'est pas ponctionné sur le revenu. Non, c'est pas grotesque. C'est une réalité que vous voulez pas reconnaître, mais que tout le monde a bien ressenti dans son portefeuille. Alors peut-être M. Minguin reconnaît que là vous avez sur cet argument contre vous l'ensemble des partis de la majorité. Il ne faut pas annoncer une réforme fiscale qu'on ne pourra pas tenir. Vous touchez à l'indexation des salaires. Oui. Expliquez-nous nous disons très clairement, nous maintenons l'indexation des salaires pour tous. Même pour les hauts revenus, sauf que nous écrêtons à partir d'un certain niveau. Au-delà de 3 500 €, donc jusqu'à 3 500 €, tout le monde a une indexation. Au-delà, il n'y a plus d'indexation. Pourquoi? Parce que les plus hauts revenus, mon revenu, le revenu de Mme Moncolix, le revenu du gouverneur de la Banque nationale, le revenu ils ne doivent pas être indexés à 100%. Surtout si ça permet de sauver de l'emploi. Et j'en fais la démonstration. Je suis gestionnaire public. Dans une commune, quand vous devez indexer à 100%, le salaire de tous les membres du personnel communal. Dans ma commune, ça représente 600 000 €. Ça veut dire au minimum 20 emplois. Si vous préférez indexer à 100% le haut revenu plutôt que de sauver le dernier emploi du dernier membre du personnel engagé, qui est souvent une personne peu qualifiée, eh bien moi je privilégie la solidarité pour le maintien de l'emploi et peut-être l'effort sur mon revenu personnel qui est très élevé, où je n'aurai qu'une indexation partielle. Merci M. Minguin. On va passer au Parti populaire. Dans votre programme, vous parlez d'impôt maximum pour les tranches supérieures de revenus à 35%, 20% pour l'impôt des sociétés. Rappelons que le taux est aujourd'hui à 33%. Le taux marginal d'imposition est à 50% pour les plus hauts revenus. Vous allez faire ça comment? Parce que s'il faut trouver 10 milliards et que vous descendez les taux d'imposition aussi bas, certains vont dire que c'est une caricature d'imposition. Je reviendrai après à nos mesures, mais tout d'abord pour vous dire qu'effectivement, les mesures qui font mal, vous les avez prises depuis des années et elles ne marchent pas. Avec un Wallon sur 4 demandeurs d'emploi
avec des indépendants que nous rencontrons à la rue qui pleurent parce qu'ils sont ruinés, qui pleurent littéralement lorsque nous les rencontrons, avec une pension aujourd'hui qui pousse une partie des gens, en tout cas, sous le seuil de pauvreté. Et donc la première des choses que nous voulons faire au Parti populaire, c'est réduire les dépenses publiques et prendre les mesures qui font mal, non pas aux citoyens, mais à la classe politique tout d'abord. Et nous le redirons toujours, la première chose, c'est couper les branches mortes. Nous n'avons pas besoin de 60 ministres, nous n'avons pas besoin de 600 parlementaires. Il n'y a pas 60 ministres. Hein. Nous n'avons 44 ministres au total sur le pays. Ajouter les secrétaires d'État. Nous n'avons pas besoin de dizaines, voire de centaines d'intercommunales. Nous n'avons pas besoin de 150 sociétés parapubliques qui gravitent autour de la région wallonne. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous n'avons plus besoin des provinces. Nous n'avons peut-être pas besoin du Sénat. Je pourrais continuer l'énumération. Le Sénat disparaît. Ce qui veut dire qu'avant de demander des efforts aux citoyens, il faut d'abord commencer, au niveau de la classe politique, par balayer devant sa porte et commencer par une réduction substantielle des dépenses inutiles. Ça, c'est une première chose. C'est ça qui paye la réforme Deuxièmement, ça, c'est donc réduire les dépenses publiques. Et là, nous rejoignons d'autres partis, effectivement, qui veulent prendre ces mesures. Deuxièmement, nous voulons effectivement un Big Bang fiscal. Toutes les emplâtres que vous mettrez ce ne sont que des rustines ou des emplâtres sur une jambe de bois. Il faut changer complètement la fiscalité, repartir d'une page blanche. Parce que ce que nous proposons d'abord, c'est effectivement globaliser, là je rejoins écolo, globaliser les revenus, pour moins taxer les revenus du travail, et notamment les bas et moyens salaires. Les gens manquent de pouvoir d'achat. Faites le tour en Wallonie, faites le tour à Bruxelles, voyez les fins de mois difficiles. Vos cadeaux aux riches, vous savez, je ne Nous vois ne faisons pas de cadeaux aux riches, au contraire. Bon, avec votre taux d'imposition. C'est vous qui avez maintenu les intérêts notionnels pour les grandes entreprises. Avec ce que vous proposez. Madame Onkeling, votre bilan est là. Votre bilan est là, madame. Notre bilan, n'est-ce pas? Votre bilan est là, madame Onkeling. Il a été de gérer la crise 30 ans de socialisme, votre bilan est là. qui a été le fait des banques que vous défendez, je défends les petits investisseurs. Vous avez défendu constamment ceux qui ont mis notre pays dans les pires difficultés. Et nous avons dû défendre les gens contre les banques qui ont fait n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé. Alors par la suite, être bien assis, commencer à dire qu'il faut redistribuer l'argent. Ça devient inaudible. On va passer à un autre. Voilà, on va terminer, Monsieur Modric-Amène, parce que le temps passe, on va aller un peu plus, on va avancer un peu. Un Big Bang fiscal. Alors, je voudrais simplement revenir sur l'impôt des sociétés. Non, mais attendez, moi je vous coupe. Oui, mais si vous n'arrêtez pas de terminer. Très court. Simplement ce mot. Aujourd'hui, les PME payent 33% d'impôts, c'est le taux nominal. Les grandes entreprises, grâce aux intérêts notionnels votés notamment par le Parti socialiste, payent en moyenne entre 1 et 4% d'impôts. Quant à nous, on ne paye plus que 20% d'impôts des sociétés, mais tout le monde paye ces 20%, en ce compris les grandes entreprises, dont vous êtes finalement indirectement la meilleure protection. Je ne suis pas sûr qu'il est nécessaire de crier pour se faire entendre. Monsieur Delisle, on va passer la parole à Monsieur Delisle. Monsieur Modric-Amène, s'il vous plaît. On va donner la parole à Monsieur Delisle. Voilà. Moi, je vais essayer de rester calme parce que je pense que la population n'a pas besoin des gens qui se battent, mais ils ont besoin d'une proposition qui les aide. Et il rejoint en partie votre programme fiscal en disant globalisation des revenus. Ouais. Vous prenez? Et donc, ce que nous proposons surtout, c'est évidemment, on va faire quelques économies, mais on veut surtout changer le système des impôts sur. On veut baisser les taxes sur le travail et on veut taxer beaucoup plus les rendements des grandes fortunes et des pollueurs. Et ça, c'est pas un Big Bang. C'est pas un Big Bang qu'on a besoin, c'est simplement, tu regardes vers certains pays autour de nous où ils sont déjà, depuis des années, en train de faire ce genre de choses, où ça marche. Et donc, je pense qu'on peut se laisser inspirer et faire la même chose que là. Faire une transition de taxation sur notamment les mesures environnementales. Est-ce que vous avez chiffré et les grandes fortunes, et les rendements sur les grandes fortunes. Sur la taxe environnementale, est-ce que vous avez chiffré une proposition concrète financièrement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour taxer? Il faut voir, donc, quand les Verts étaient dans le gouvernement avant 2004, là c'était la seule période où on a installé ce genre de système et où l'impact des pouvoirs sur les revenus des gens était baissé en dessous de 50%.
Et donc, on veut aller de nouveau dans ce sens-là, parce qu'on pense vraiment que c'est peut-être trop haut, mais donc c'est possible de le faire autrement. Et donc, avec des taxes sur les rendements des grandes fortunes, par exemple, là, de nouveau, il y a de l'argent qui est là. Et maintenant, c'est un système beaucoup plus équilibré. Quand on parle de diminution des impôts de société, commençons d'abord déjà à laisser payer les grandes entreprises aussi, parce que maintenant, ce sont les petites entreprises qui payent. Et donc, combien on prend? Parce que vous avez entendu la proposition du PS sur les grandes fortunes. C'est combien une grande fortune pour vous et combien vous leur prenez? Et sous quelle forme? Donc le chiffre en tant que tel n'apparaît pas dans le programme et je vais expliquer pourquoi. Donc d'abord, ce que je voudrais dire, ce qui est fondamental et au cœur de la réforme fiscale des écologistes, c'est d'abord de se dire, rétablissons un équilibre. Il y a de l'argent qu'on n'a pas encore été chercher. Et donc, nous reconnaissons qu'il faut encore aller chercher de l'argent et nous plaidons pour aller le chercher là où il est. On l'a dit, la question de l'impôt des sociétés, on sait qu'aujourd'hui, la plus grosse part des impôts pèse sur les PME et sur les petits indépendants. Donc on a vu, notamment le système des intérêts notionnels qui a été revu, mais à la marge, on a vu que les intérêts notionnels étaient des cadeaux pour les grosses entreprises, sans même jamais devoir nous rendre des comptes, et sans ça n'ait jamais été conditionné notamment à la question de l'emploi. Par contre, il y a des fiscalistes qui disent que si on supprime ces intérêts nationaux, ça pourrait poser des problèmes, notamment pour les PME ou pour d'autres entreprises, ou l'attractivité du pays. Laissez-moi terminer, en effet. Et donc, on vise un glissement et un meilleur contrôle, une meilleure répartition des intérêts nationaux vers les PME et les indépendants, parce qu'on sait par ailleurs que ce sont ces PME et ces indépendants qui créent de l'emploi et de l'emploi non délocalisable. On a beaucoup parlé maintenant d'emploi. On va rester un petit peu dans ce thème d'ailleurs, parce qu'on le disait au début, une des grosses préoccupations des citoyens, c'est l'emploi et le chômage, Baudouin. 600 000 chômeurs, dont essentiellement des jeunes. Loreto Koninx, en fin de législature, on a relativement assoupli cette réforme du chômage. Vous aviez dit que vous vouliez revenir en arrière, la remettre en cause. Ça veut dire que si on ne revoit pas la réforme du chômage, le PS ne monte pas dans le gouvernement? Oui, nous avons très clairement dit qu'il faudrait revoir cette réforme. Ça ne porte pas sur les allocations de chômage, mais sur les allocations d'insertion. Soyons très clairs, les allocations de chômage ne sont évidemment pas limitées dans le temps. Les allocations d'insertion, c'est pour les personnes... La dégressivité a été un peu accrue, mais c'était la limitation dans les allocations d'insertion. Tout à fait. Mais les allocations de chômage sont élevées les premiers mois pour faire vraiment contrer un peu le choc de la perte de l'emploi. Ça, on a une allocation de chômage qui est plus proche du revenu antérieur, et puis il y a cette dégressivité. Mais quand j'entends les écologistes et d'autres surfer sur la peur des gens en disant que des gens qui ont déjà travaillé 20 ans n'auront plus leur allocation de chômage 3 ans après, c'est faux. Et il faut bien expliquer ça. Je pense qu'il faut bien l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont d'insertion? C'est une réforme qui ne tient pas compte de la réalité. On sait qu'aujourd'hui, c'est une réforme qui a été faite en dépit de la réalité du social. Par exemple, on sait qu'à Bruxelles, pour une offre d'emploi, il y a 30 candidats. Et par ailleurs, dans ces 30 candidats, ce n'est même pas tous les Bruxellois. Donc comment est-ce qu'on peut, notamment, quelle que soit la façon dont vous interprétez la dégressivité des allocations, comment est-ce qu'on peut sanctionner aujourd'hui les chômeurs d'une telle manière quand on sait qu'il y a une offre pour 30 candidats, donc il y a d'autres choses à mettre en place. Notamment, on propose de réfléchir sur la redistribution du temps de travail, de créer de l'emploi. Plutôt que de mettre les gens en dehors du chômage sans prendre en compte le Parti socialiste a été fort attaqué, notamment par Écolo, on l'entend là, mais aussi par le PTB sur ces mesures chômage. Ils ont parlé clairement de chasse aux chômeurs, d'exclusion, d'envoyer les chômeurs au CPS. Vous avez du mal sur votre gauche avec ça. Est-ce que vous revenez en arrière pour cette raison et qu'est-ce que vous changez pour retourner dans un gouvernement sur ces matières, Madame Koninx? On a expliqué très clairement les choses. C'est sûr que quand on est 6 partis pour former un gouvernement, il y a des compromis. C'est de la faute des autres. Non, je dis il faut faire des compromis, c'est clair. Ici, effectivement, certains voulaient toucher aux allocations de chômage, on a refusé. Le chômage, c'est une assurance. Quand on perd son emploi, il faut absolument que cette assurance joue, c'est-à-dire qu'on puisse avoir les moyens de continuer à vivre dignement. Les allocations d'insertion, c'est autre chose. C'est pour les personnes qui, normalement, n'ont pas travaillé ou pas assez travaillé. Donc, c'est ça que vous voulez remettre en cause. Voilà. Mais alors, il y a effectivement eu une limitation que nous avons modifiée et il faudra encore modifier. Pourquoi? Parce que le chômage doit être une assurance et aussi une solidarité. Et quand quelqu'un cherche vraiment du travail, et sincère, je ne parle pas
de celles et ceux qui, éventuellement, abusent. Ça, ce n'est pas acceptable. Et pour ceux et celles qui sont sincères, cherchent vraiment du travail, on ne peut pas les sanctionner. Donc il faut revoir ça, mais aussi revoir les politiques d'emploi pour ouvrir, parce que la perspective ne doit pas être de rester au chômage, bien entendu, ça doit être l'insertion par l'emploi. Mais quelque chose a quand même changé sous le régime du chômage. Olivier Chassel, est-ce que c'est la bonne direction? Autrement dit, est-ce que pour vous, on doit continuer dans cette voie-là lors de la prochaine législature? Oh, vous savez, en matière de chômage, non seulement on a maintenu l'essentiel, et même en matière de dégressivité, jamais cette réforme ne procure un revenu de remplacement inférieur au minima qui existait déjà. Et donc le système de dégressivité, c'est vrai, on l'a rappelé, il commence par augmenter l'allocation de chômage pour pouvoir faire comprendre à celui qui vient de perdre son travail qu'il bénéficie d'une assurance, mais que ce qui est indispensable, c'est la réinsertion dans le monde du travail. Pour ce qui est de l'allocation d'insertion, il s'agit bien d'une allocation d'insertion. Et comme son nom l'indique, contrairement à la formule précédente, qui s'appelait un stage d'attente, certains, sans jamais avoir travaillé, restaient dans un stage d'attente en sortant de l'école et jusqu'à sa pension. On a donc effectivement changé les règles et effectivement, nous voulons mettre l'accent sur l'insertion au travers d'un premier emploi, d'un stage. Et tous ceux qui cherchent du travail au travers de ce contrat d'insertion repoussent les limites qui leur permettent de rester dans ce système d'insertion. Voilà, NVA, là, vous voulez quasiment limiter les allocations chômage d'antan, les supprimer après 3 ans. Vous êtes quasiment le seul à vouloir ça de manière aussi radicale. Même l'Open VLD ne vous suit pas tout à fait dans cette voie-là. Donc, si personne ne veut de cette mesure à la NVA, que la NVA propose, supprimer les allocations de chômage après 3 ans, si personne n'en veut, vous ne montez donc dans aucune majorité ou vous faites marche arrière? Monsieur Rémy, la Belgique est le seul pays au monde où les allocations de chômage sont illimitées dans le temps. On vous parle ici des partis avec lesquels vous devez vous entendre et faire des compromis pour gérer un pays et pas des autres pays dans le monde. Donc, si personne dans un parti politique quelconque en Belgique ne veut de votre mesure, que faites-vous? Vous l'abandonnez ou vous restez dans l'opposition? Non, nous ne l'abandonnons pas. On va négocier. On verra bien. Après le 26 mai, on choisit un Parlement le 25 mai. Et à partir du 26 mai, les élus vont essayer de former un gouvernement. Et promettre quelque chose que vous ne pourrez pas obtenir si les autres partis ne le veulent pas? Mais je suppose que les autres partis, ce que propose Mme Onkelings, c'est taxer, taxer, taxer. Vous croyez que la majorité de la Flandre... Je ne sais pas si on vous a donné une petite phrase pour dire ça, mais je ne vois pas à quoi ça se raccroche dans notre débat. Alors peut-être une réaction côté néerlandophone chez Groen. Est-ce que la NVA est bien isolée sur ce thème-là de la limitation des allocations de chômage d'antan, la suppression après 3 ans? En d'autres termes, est-ce que quelqu'un en Flandre, et notamment chez vous, va accepter ce que la NVA propose? Moi, je ne sais pas parler des autres partis, évidemment. Vous lisez les journaux. Mais Groen ne va pas l'accepter parce que je pense que c'est une très mauvaise chose. Il y a même des chercheurs qui ont montré que ça ne marche même pas. Ce genre de système, c'est l'accompagnement vers le travail qu'il faut le faire, pas la punition. Et en plus... je pense pousser les gens dans le CPS, des gens qui peuvent travailler, qui veulent travailler, c'est la mauvaise chose parce que le CPS n'est pas fait pour accompagner. Dans le programme de la NVA, c'est en plus pour avoir le revenu d'insertion, il faut faire des travaux d'intérêt général après un certain temps. Oui, mais tout ça, c'est vraiment comme c'est de la punition. Il ne faut pas oublier. Moi, j'ai parlé... Vous dites que c'est antisocial? Mais évidemment. Parce que la NVA, son argument, c'est de dire que les partis de gauche sont antisociaux. Mais non, mais oui, mais ça, c'est une boutade qu'ils essayent de c'est de laisser des gens pendant 10 ans ou plus. Et à ce moment-ci, il y en a 97 en Belgique, 97 000 en Belgique, qui sont depuis 10 ans et plus dans le chômage. Oui. Ils ne sont pas suivis. Ils ne reçoivent pas d'offres d'emploi. Oui, on ne les accompagne pas, on ne leur donne pas de formation. Ça, c'est antisocial. Oui. Mais c'est pas avec un gel des montants des pouvoirs publics
qu'on va les accompagner plus ou plus intensivement. Donc c'est ça qui est fort. Attendez, on vous a entendu, peut-être Olivier, on va écouter peut-être Olivier Minguin quand même. Et puis après on vient au Parti populaire. Je vous vois très impatient, ne vous inquiétez pas. Le FDF donc, qui a donc aussi sa proposition en matière de chômage, notamment le chômage des jeunes, avec ce que vous appelez donc le contrat de qualification. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne passe pas par la case chômage, qu'il ne faut pas attendre avant de donner du travail aux plus jeunes? Bien entendu. Parce que finalement, le vrai traitement du chômage, c'est la création d'emplois. Je suis très clair, je suis contre la limitation dans le temps des allocations de chômage, ce qui ne veut pas dire qu'il faut accepter les abus. Là, il y a du travail à faire, incontestablement. Je suis contre les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment parce qu'elles n'ont pas signifié pour les jeunes une mesure réelle d'accompagnement actif. Ce que nous demande d'ailleurs l'Europe. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce qu'il y a un vrai débat qu'on ne veut pas poser, qui est le niveau de qualification au terme de l'enseignement obligatoire. Tout commence là. Voilà pour le constat, M. Minguin. Oui, mais attendez, c'est quand même... Comment on fait si on veut remédier? Il y a, pour un certain nombre de jeunes, quand on sait qu'à Bruxelles comme en Wallonie, quasiment un jeune sur 5 a atteint l'âge de 18 ans, la fin de l'âge de l'obligation scolaire, n'a pas le diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. C'est-à-dire que ses chances d'employabilité, d'accès au marché de l'emploi sont extrêmement faibles, pour ne pas dire nulles. Alors il faut ce que moi j'appelle créer les conditions de l'école de la seconde chance. Les ramener tout de suite, pas attendre qu'ils aient fait X mois d'inscription au chômage, pas attendre qu'ils aient fait éventuellement même des stages. Non, les ramener dans une formation obligatoire, ça doit être obligatoire, qui leur redonne les bases fondamentales sans lesquelles ils ne pourront pas progresser, même dans un stage en alternance en entreprise. Donc ça c'est le point de départ et je crois que, alors ça c'est une première mesure. La deuxième mesure, c'est aussi revoir évidemment les charges salariales, les cotisations de sécurité sociale. Nous sommes pour la stabilité. Vous savez, le jour où on comprendra dans ce pays qu'on créera les conditions de la croissance en allant vers la stabilité des mesures fiscales et sociales pour que le monde de l'entreprise puisse investir et notamment avoir une mesure linéaire de diminution des cotisations de sécurité sociale sur les bas et moyens salaires. Le Parti populaire, vous dites que c'est la réforme fiscale qui va créer de l'emploi. Et vous voulez également contrôler les chômeurs tous les jours. Là aussi, revenir en arrière, vérifier que les chômeurs chôment. Et voir après un certain temps... C'est une mesure qui va créer de l'emploi, qui va supprimer du chômage. C'est pas ça qui était censé. Quelle est la philosophie de ce contrôle des chômeurs? Petit clin d'œil d'abord à Mme Onkelings, n'est-ce pas? Le chômage, c'est d'abord une assurance pour les personnes, mais j'ai parfois l'impression que c'est aussi une assurance pour l'État PS et sa subsistance. Je vous demanderai de répondre à ma question, je viens. Au Parti populaire, nous avons une philosophie très simple. Il n'y a pas de droit sans obligation. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et donc, ce que nous demandons, par rapport à tous ceux qui, à un moment donné, bénéficient de l'allocation, qu'elles soient de chômage ou de CPS ou d'insertion, ce n'est pas de les sanctionner et autres, c'est de dire, à un moment donné, vous recevez quelque chose, vous devez rendre quelque chose. Mais contrôler qu'un chômeur chôme bien et qu'il ne fait rien d'autre, c'est une mesure qui crée de l'emploi. Et donc, nous demandons tout d'abord que les chômeurs ou les allocataires, après un certain temps, 1 an, 2 ans, restent au profit de la société, à savoir les seniors, les enfants, la propreté, chacun en fonction de ses capacités. C'est ce qu'on fait en Suisse, c'est ce qu'on fait en Angleterre, c'est ce qu'on fait aux Pays-Bas, rien de révolutionnaire. Et encore personne autour de la table ça c'est droit et obligation. Maintenant, si on veut simplement faire en sorte qu'il y ait du travail, il faut revoir aussi l'ensemble du système, à commencer par les charges sociales. Et là, on prône aussi un Big Bang, parce que ce n'est pas nous qui allons décréter l'emploi, ni Mme Onkelings, ni moi-même. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de créer les conditions de déploiement. Parce que le temps avance, Monsieur Delisle, s'il vous plaît. On va passer encore à un autre thème qu'on a évoqué, parce qu'on aimerait bien pouvoir en parler aussi. Santé et pension, on a dit, ce sont des sujets de préoccupation majeure chez les Belges. Alors, la question de la pension, je parle à Mme Khattabi, vous avez donc un fonds de pension qui est censé payer les pensions, mais ce fonds est argenté et méchamment désargenté. Il reste de quoi payer grosso modo 6 mois de pension. Est-ce que vous diriez que le gouvernement sortant a manqué de prévoyance sur ça?
Certainement, et je pense, je vais dire, tout est dans tout. Hein. Si en effet on exclut à l'horizon 2015 un certain nombre de personnes des allocations de chômage, qu'on ne crée pas les conditions pour créer de l'emploi et faire en sorte qu'on continue à cotiser, parce qu'on parle toujours des charges patronales, mais il faut dire que ce sont des cotisations sociales, des cotisations patronales et personnelles qui permettent de financer la solidarité. Et vous prévoyez quoi comme mesure pour... On rend flou. Comment on renflouer? On crée de l'emploi, on crée les conditions pour créer de l'emploi. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur Bruxelles. Créer de l'emploi. Sur Bruxelles, la COCOF, on avait comme ministre-président Christos Doulkeridis, on a mis en œuvre un plan qu'on appelle le plan Tandem. Le plan Tandem, c'est quoi? C'est permettre à des travailleurs d'arrêter de travailler. Donc là où, au niveau du fédéral, on plaide pour l'allongement des temps de carrière, hein, nous prenons d'autres choses, puisque si vous allongez le temps de carrière, vous ne laissez pas la place aux plus jeunes. Ici, on va répartir. Donc, un travailleur qui accepte de réduire son temps de travail à partir de 55 ans, donc travaillera à mi-temps, ça permet d'engager des jeunes pour compléter ce mi-temps, ça permet de le former et ça permet de partager le travail et de payer, absolument, et de payer alors après les pensions. C'est aussi, si vous le permettez, mettre en place toute ce qu'on a mis en région bruxelloise et en région wallonne, les alliances emploi-environnement. On sait qu'à Bruxelles, à l'horizon, une étude de l'ULB toute récente montre qu'à l'horizon 2020, il y a un vivier de 10 000 emplois à créer, notamment liés au boom démographique, donc tous les services, etc. Donc je pense que pour les pensions, on travaille sur l'emploi. Absolument, créer les conditions de l'emploi. Voilà. Plutôt que de vouloir diminuer le chômage, nous voulons augmenter le taux d'emploi. Alors, de l'autre côté de la table, par contre, je sais qu'il y a des solutions où on dit plutôt, relevons plutôt l'âge de la retraite légale. Monsieur Minguin. Oui, alors d'abord, ne touchons pas aux droits acquis. Pour ceux qui débuteraient leur carrière, donc ça veut dire des gens qui prendront leur retraite dans plus de 60 ans, ou dans 40 ans. Quand ils auront plus de 60 ans. Quand ils auront plus de 60 ans. Tous les petits qui nous écoutent de 5 ans. Pour tous ceux qui commenceront leur carrière, par exemple, en perspective entre 2020 et 2025, oui, nous préconisons une réforme du régime des retraites qui s'inspire d'ailleurs du modèle hollandais. Qu'est-ce que le modèle hollandais? Très brièvement. Oui. D'abord, tout le monde a l'assurance d'avoir 1 200 € de départ dans le régime de répartition, c'est-à-dire le régime garanti par l'État. Deuxièmement, tout le monde se voit imposer, tous les employeurs se voient imposer un régime complémentaire d'assurance groupe contrôlé. Il ne s'agit pas de faire des placements dans des fonds évaporés. Non, c'est un système très contrôlé par l'État qui fait que tout le monde arrive à tout le moins à 1600 € net par mois. Mais vous voulez supprimer l'avantage fiscal il faut ajouter, attendez, oui. Voilà. Et il faut ajouter. Là aussi, vous êtes le seul à attendez, je termine. Et il faut aussi dire aux gens que si on veut garder un haut niveau de protection sociale pour tous ceux qui vont entamer leur carrière, comme je dis, à perspective 2020-2025, oui, il faudra travailler plus longtemps. Il n'est pas vrai de dire à des gens qui auront sans doute... Vous savez qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il a une espérance de vie peut-être un enfant sur 2 jusqu'à 100 ans. Eh bien, il est exact que ces générations-là vont devoir travailler plus. Voilà. Olivier Chastel, d'accord là-dessus, on relève. C'est la tendance lourde, on n'a pas le choix, il faudra relever l'âge de l'évolution démographique. Je ne partage pas cet avis-là parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui, on vient de le dire, c'est augmenter le taux d'emploi, et en particulier le taux d'emploi des 54-65 ans. Ne bougeons pas à l'âge légal de la retraite, augmentons le taux d'emploi de ceux qui peuvent non seulement continuer à cotiser pour notre sécurité sociale, ça vaut pour les soins de santé comme pour les pensions, mais aussi apportent beaucoup d'expérience dans nos entreprises. C'est cette tranche d'âge-là qui est importante aujourd'hui, donc ne pas augmenter l'âge légal. Mais pour payer les pensions demain, il n'y a pas 36 solutions. On parlait du fonds argenté tout à l'heure. Quand dans 3 ans, on sera revenu à l'équilibre, on va pouvoir réalimenter le fonds argenté, évidemment, parce que c'est important, c'est une des 2 options importantes à mettre en œuvre pour payer les pensions, c'est redégager au travers de notre équilibre budgétaire les moyens de l'alimenter. Le deuxième, il est connu, et je pense que clairement, il fait l'unanimité, c'est augmenter globalement le taux d'emploi et donc augmenter les cotisations qui financent la sécurité sociale. Alors, et comment vous faites si vous voulez diminuer les cotisations patronales? Vous parliez tout à l'heure des charges. Donc, ce n'est pas parce que vous diminuez les cotisations patronales sur les premiers emplois créés dans une PME, spécialement au profit des jeunes,
que vous ne continuez pas à alimenter au travers de l'économie votre sécurité sociale. La vraie protection sociale, c'est la création d'emplois. Voilà, on va rester un peu dans le thème parce qu'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que l'allongement de la vie, eh bien, il est là pour tout le monde. Un petit mot peut-être sur la Sécu. Laurette Onkelings, la sécurité a déjà pas mal contribué à l'équilibre budgétaire. Elle a contribué à hauteur de 4 milliards, plus ou moins. Est-ce que pour vous, il va falloir aussi continuer à faire des économies sur la sécurité sociale? La sécurité sociale doit surtout être protégée. C'est un des grands débats, et notamment un des grands débats communautaires. Simplement une petite minute, parce que j'ai l'impression que par votre présentation, si je peux me permettre, vous allez faire peur aux pensionnés. Ce n'est pas le fonds argenté qui paie les pensions. Parce qu'on avait l'impression que dans 6 mois, il y aurait peut-être des difficultés. Non. Non, pas comme ça. Non. Voilà. Le fonds argenté, c'est une épargne, mais c'est ceux qui travaillent qui paient les pensions. Donc, plus il y en a qui travaillent, plus on est assuré. Reconnaissons que les travailleurs dans ce pays... Le bas de laine n'est pas... Je voulais mais c'est vrai qu'on ne doit pas faire peur. Les pensions seront payées l'an prochain, bien sûr. Et dire deuxièmement que pour augmenter le taux d'emploi entre 60 notamment à 65 ans, où nous avons effectivement un problème, on a des idées radicalement différentes. Par exemple, la NVA prévoit de diminuer les pensions de 5% pour chaque année prise avant 65 ans. Et ça vous dit non. Après 5 ans, ça veut dire 25% de pensions en moins. Et ça vous dirait non. Jamais. Par contre, nous proposons au contraire de donner des incitants. C'est-à-dire que pour ceux qui s'accrochent au travail, c'est plus compliqué à partir d'un certain âge de travailler notamment sur les salaires et sur les modalités. Celui qui reste au travail, il a un bonus. À la NVA, vous voulez un malus. 210 € net par an. Vous voulez un bonus quand le travailleur reste plus longtemps. La NVA veut un malus quand il part avant. Nous voulons d'abord, c'est indexer toutes les allocations dans la sécurité sociale. Et là, vous faites la clarté parce qu'on vous a reproché, côté dans le nord du pays, de ne pas vouloir indexer les pensions. Et là, vous dites que c'est faux. C'est faux, oui. Donc, y compris les pensions. On est pour l'âge de pension à 65 ans et la durée de la carrière de 45. Si on part plus tôt, il y a effectivement un malus, à l'exception des professions lourdes. Donc ceux-là, ils pourront toujours partir à 60 ans. Et rappelons que dans les gouvernements précédents, on s'est quand même fort discuté pour savoir ce qu'était une profession lourde ou pas. Donc vous avez là un chantier fort. Un mot peut-être, Catherine Fong. Voilà, Catherine Fong peut-être. Donc on vit de plus en plus longtemps et c'est tant mieux. Est-ce que ça va évidemment entraîner des coûts très importants? C'est très clair. On a parlé de l'augmentation du taux d'emploi global, c'est une évidence. Diminuer la dette aussi, moi j'insiste là-dessus pour ne pas reporter la charge sur nos enfants et nos petits-enfants. Ça nous fait gagner chaque année des budgets très importants qui peuvent être réinjectés. Parce que la réalité aussi, on parle de maintenir les pensions, mais il faut aller plus loin que ça. On va devoir se projeter clairement sur une augmentation, une revalorisation de toutes les pensions. D'abord, c'est vrai, les plus anciennes et les plus basses, qui sont effectivement aujourd'hui le plus en décalage avec le coût de la vie, mais aussi l'ensemble. Vous savez qu'on est en Europe un des pays qui a le taux de remplacement, c'est-à-dire le niveau de pension par rapport au niveau de revenu, qui est le plus faible. Et sur l'âge de la pension, aller au-dessus de 65 ans, Monsieur Maguin, alors qu'aujourd'hui, la moyenne des personnes. Mais je ne parle pas de ceux qui sont dans la vie professionnelle actuelle. Hein. Partent à 50. Je vous demande de conclure parce qu'on va terminer sur ce sujet. À 59 ans, il y a là évidemment un chemin sur lequel on doit travailler, mais sur le volet qualitatif, on a beau décréter qu'il faut augmenter le taux d'emploi de 59, la tranche de 55-64 ans, on ne le fera pas si à un moment donné on ne permet pas aux entreprises, y compris que des outils fiscaux, parce que ces travailleurs-là coûte le plus cher aux entreprises, parce qu'on peut apporter éventuellement des aménagements au niveau du type de travail, parce qu'on peut revaloriser. Éventuellement faire de la Vite un mot du côté de chez Groen. Je veux quand même faire une... Très brièvement, il nous reste très peu de temps, donc je vous demande de conclure. Et puis après, j'ai une seule question à poser et on aura terminé cette émission, mais très brièvement sur ce point. Mais si on veut augmenter le temps de travail, il ne faut pas oublier que toutes ces personnes font beaucoup de choses pour la société aujourd'hui. Garder les enfants, garder ses parents et tout ça, sont tous des tâches qui vont, si on oblige les gens à travailler jusqu'à 67, 68 ans,
qui vont revenir à la société et ce sont tous des choses qui coûtent à la société. Et donc, c'est pas très simple, c'est pas si simple de dire, voilà, on va travailler plus long et tous nos problèmes sont résolus. Je crains qu'on sous-estime. On va s'arrêter là parce qu'on voulait terminer par une question globale. Une question globale. On a entendu du côté néerlandophone avec la NVA notamment qu'il était essentiel de former d'abord le gouvernement flamand et d'envoyer le gouvernement flamand face à un gouvernement wallon, donc de communauté à communauté, négocier le gouvernement fédéral. Du côté francophone, ça a été fort peu accueilli, donc c'est un non. Ma question sera au parti francophone, il faudra dire oui ou non. Est-ce que le Front des francophones, qui a servi en matière communautaire, va se reformer si cette éventualité se produit? Si la NVA montre un comportement comme celui-là, est-ce que le Front des francophones va dire non de manière unie? Du gouvernement flamand, il s'agit de partis qui forment le gouvernement flamand. Je comprends. Alors, est-ce que ce sera oui ou non pour les francophones? Est-ce qu'il y aura un front francophone? On commence oui ou non, Madame Mongoli? Je suis heureuse qu'il y ait non seulement un front des francophones, mais aussi des autres partis flamands qui ne veulent pas de cela. D'accord, c'est oui aussi? C'est clairement oui. On voit bien qu'un certain nombre de partis néerlandophones, comme les francophones, veulent mettre la priorité sur le socio-économique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de front francophone, front néerlandophone, il y a la NVA et puis il y a le reste des partis. Donc tout le monde est contre la NVA sur ce point? Vous soulignez également? Je pense que ça n'a pas d'utilité de travailler comme ça. Et je pense il ne faut pas commencer avec des conflits dès la première minute. Je pense d'abord, Monsieur Rémy, qu'il faut d'abord donner la parole à l'électeur. Il nous reste une semaine pour convaincre d'un certain nombre de projets politiques et c'est de cela qu'il faut parler pendant une semaine plutôt que de déjà parler de coalition gouvernementale. Et ce sera la conclusion parce qu'on doit rendre l'antenne à cause de notre journal télévisé. On peut pas être institutionnel au moins pour une génération. À 13h. Merci d'avoir été avec nous. C'est impossible d'être complet. Merci d'avoir été là. On vote dans une semaine. Renseignez-vous sur les différents programmes électoraux. C'est possible de le faire sur les pages du site de la RTBF pour comparer les programmes et vous informer. C'est important avant de voter. Merci de votre attention. La semaine prochaine, pas de mise au point. Une émission spéciale élection. À bientôt. Merci.